Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session de redécouverte de la base Impact Alliance, votre rendez-vous trimestriel. J'ai la chance aujourd'hui d'être entourée de Daniel Goueux, ingénieur agroéconomiste chargé d'études sur l'impact local des fondations territoriales, qui sera l'invité du trimestre, mais également de Charles-Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau. Tout d'abord, un petit retour sur l'animation des connaissances. Rapidement, l'animation des connaissances, vous connaissez tous. C'est les animations de la connaissance de la plateforme de l'ODD 17. Donc, c'est une animation en 4 temps, avec tout d'abord un rendez-vous hebdomadaire avec le jeudi de l'ODD 17 qui propose des éclairages concrets à partir d'une actualité, de portraits d'exemples issus des territoires et d'outils. Nous avons également 2 rendez-vous mensuels autour d'un thème, avec la Gazette de l'ODD 17 qui met en perspective les enseignements du mois, et l'interview 3 questions A qui donne la parole chaque mois à un acteur engagé pour ancrer et incarner le thème mensuel. Vous avez également 3 rendez-vous trimestriels pour éclairer les tendances et les signaux faibles avec la fameuse session donc de redécouverte de la base Impact Alliance autour d'un invité trimestriel, le webinaire de la plateforme Trajectoire socio-économique, dont le prochain sera le 17 septembre sur le thème Économie et territoire, quelle trajectoire? Mais vous avez également le bulletin de veille et d'analyse de l'innovation sociétale qui approfondit les enjeux et croise les retours d'expérience. Nous avons également un rendez-vous annuel autour du dossier Juris Association qui est publié en novembre au moment du Salon des maires. Pour cette session, j'ai le plaisir de vous proposer un programme en 3 temps. Une première partie sur le contexte, pourquoi cette base Impact Alliance, pourquoi elle existe, quelle est l'intention de chacun de nos partenaires. Nous aurons ensuite un retour sur les actualités du trimestre. Et enfin, donc j'aurai le plaisir d'avoir l'interview du trimestre avec Daniel Goueux. Charles Benoît, je vous laisse la parole pour nous présenter la base Impact Alliance, nous expliquer pourquoi elle existe, quelles en sont les racines et comment elle est structurée. Alors, j'ai effectivement le plaisir de vous présenter le contexte, les objectifs et les partenaires de cette base Impact Alliance. Alors, peut-être de rappeler que la co-construction de cette boussole correspond à la co-construction durant 5 ans de la boussole l'ODD 17 en pratique, dans la mesure où, en parallèle de l'étude d'impact sur le fer alliance en France entre 2018 et 2021, il y a eu un travail conjoint qui a permis à la fois de mettre une vitrine institutionnelle sur finalement comment fait-on alliance aujourd'hui. Cette vitrine est sur association.gouv.fr, c'est la vitrine Alliance et Territoire, de faire un parcours pédagogique dans cette dynamique-là, et puis d'animer régulièrement l'information sur qui fait quoi dans cette capacité à réussir les transitions en coopérant. Et toute cette dynamique-là a été capitalisée dans la plateforme odd17.org de façon mutualisée dans le cadre d'une mission ministérielle où cette élaboration d'un commun des connaissances sur les alliances d'intérêt général faisait partie de l'une des 21 mesures ministérielles. Et dans ce cadre, nous avons pu inscrire un projet que nous avions dès 2013, qui s'était construit progressivement, de pouvoir valoriser l'ensemble des dynamiques qui finalement incarnent et ancrent très concrètement localement ces alliances d'intérêt général. Et c'est dans ce cadre que nous avons co-construit la base Impact Alliance, notamment avec SINDUP, parce qu'il nous fallait bien évidemment un acteur avec la technologie suffisante pour nous permettre d'élaborer cette base. Alors, quelle est cette base? Eh bien, nous avons voulu faire un 4 en 1 pour initier, piloter, évaluer et valoriser les stratégies partenariales apprenantes qui aujourd'hui répondent à nos défis en commun. Alors, quelles sont ces 4
leviers, eh bien, d'abord, il faut être informé, savoir de quoi nous parlons. Et c'est l'importance de l'information hebdomadaire sur finalement comment faire alliance en pratique des jeudis de l'ODD17 que vous retrouvez sur odd17.org. Le deuxième point, et c'est ce qui a été réalisé durant l'étude d'impact du Faire Alliance en France, c'est de pouvoir recenser la diversité des formes de partenariats inspirants qui peuvent exister. Tout domaine, tout acteur, tout territoire. Parce que si je suis une PME intéressée par le numérique dans l'Orléanais, je ne suis pas une association à La Réunion qui souhaite s'intéresser sur la question sociale. Et donc, il était important de pouvoir montrer et incarner très concrètement que finalement, tous les acteurs, dans tous les domaines, sur tous les territoires en France, métropolitaine et ultramarine, étaient concernés par cela. Et grâce à l'impulsion de cette première étude d'impact de notre nation, à l'échelle des 13 régions métropolitaines entre 2018 et 2022, eh bien, nous avons pu recenser, dans un premier temps, 650 exemples inspirants, et nous en sommes aujourd'hui à plus de 1000 qui sont recensés sur cette base impact. Si nous ne savons pas que font les gens, nous ne pouvons pas nous inspirer. La troisième étape, c'est qu'une fois que je suis informé, une fois que je suis finalement en connaissance de la diversité de ce qui se passe, eh bien, il faut que je puisse être en proximité avec la réalité de ce que nous appelons le premier kilomètre des besoins, des ressources et des envies d'engagement. Et ça, nous avons la chance d'avoir un partenariat avec le réseau des catalyseurs territoriaux qui peut permettre de recenser 350 catalyseurs qui jouent un rôle absolument essentiel sur les territoires pour animer ces relations entre collectivités, associations, établissements scolaires, entreprises de leur territoire, et donc qui permettent non seulement d'avoir des exemples très inspirants, de les incarner par rapport à ce premier kilomètre de la réalité locale. Et enfin, parce qu'il faut aussi prendre de la hauteur, eh bien, nous avons la chance d'avoir la veille régulière de l'innovation sociétale qui est depuis 2014 capitalisée, et nous avions besoin, justement, au-delà de pouvoir tous les trimestres adresser ce bulletin, de pouvoir savoir comment capitaliser à un endroit commun, parce que maintenant, et grâce notamment aux potentialités de l'IA, eh bien, nous allons pouvoir, des 5000 articles, non seulement continuer à donner l'actualité, mais aussi pouvoir revenir en arrière depuis 2014, comment a évolué tel ou tel sujet qui, finalement, aujourd'hui est structurant, notamment pour les nouveaux modèles socio-économiques et notamment pour les territoires. Alors, dans ce cadre-là, vous comprenez bien que pour construire un tel projet extrêmement ambitieux, eh bien, il nous fallait le construire avec des partenaires. Il n'était pas possible de le faire tout seul, n'ayant pas ni les connaissances ni les compétences pour pouvoir le réaliser. Le premier d'entre eux a été bien évidemment le fonds ODD17 et notamment la capitalisation partagée au travers de ce back-office commun qui est la plateforme odd17.org pour justement mettre en avant toute la connaissance, toutes les compétences qui existent aujourd'hui sur cette dynamique et de pouvoir la mettre en dynamique puisque chaque semaine, cette information nous permet d'avoir réellement une information extrêmement vivante et extrêmement concrète au quotidien. Le deuxième partenaire, c'est bien sûr l'Observatoire des partenariats puisque depuis 2008, l'Observatoire qui a été créé avec la Caisse des dépôts en partenariat avec le MEDEF et le mouvement associatif permet de pouvoir suivre la façon dont nos concitoyens, dont les associations, dont les entreprises, dont les élus locaux finalement pratiquent ces alliances et puis nous l'avons vu de pouvoir en parallèle recenser les pratiques qui permettent de comprendre aujourd'hui comment ce mouvement de co-construction du bien commun est en train de se structurer au-delà des exemples inspirants. Je vous invite notamment à regarder à la fois les études de l'Observatoire, on peut parler de tendances et fragilités économiques qui a été publié l'année dernière au moment du Salon des maires, et puis peut-être aussi les fiches repères de l'Observatoire des partenariats qui, au travers de 10 profils d'acteurs, 16 domaines d'action et des connaissances régionales et ultramarines, permettent de mieux comprendre
comment s'inscrit concrètement au quotidien ce mouvement de co-construction, d'alliance d'intérêt général au service de la territorialisation des transitions et plus globalement de réussir les transitions, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales ou sociétales. Nous avons aussi, bien évidemment, le réseau des catalyseurs territoriaux qui ont recensé, au-delà des 350 catalyseurs qu'ils représentent, près de 600 correspondants territoriaux qui permettent justement de comprendre concrètement et localement ce qui se passe dans nos territoires métropolitains et ultramarins. Et grâce à un partenariat avec MIA, Mapping Action, qui est un outil numérique qui a été construit par un professeur-chercheur du CNAM, eh bien, nous avons la possibilité d'avoir cette cartographie extrêmement vivante de près de 600 acteurs qui, concrètement, au quotidien, peut dynamiser ces alliances collectives. Et puis, je le disais, depuis 2014, Innovation Sociale Conseil publie tous les trimestres, grâce notamment à un professeur associé d'HEC, un bulletin de veille extrêmement précieux sur l'innovation sociale et sociétale. Et ce qui est extrêmement intéressant là-dedans, c'est de pouvoir voir évoluer un certain nombre de sujets. Alors, je n'en évoquerai un pour reboucler avec le DD17 en pratique. Par exemple, comment a pu évoluer l'agenda 2030 depuis sa signature en 2015, puisque bien que très décrié aujourd'hui, et on le voit pour des raisons géopolitiques, je rappelle que c'est un engagement mondial de l'ensemble des pays, puisque les 196 nations l'ont à l'époque signé, avec un engagement de pouvoir, à fin 2030, finalement, avoir répondu à nos grands enjeux internationaux, mais aussi locaux. Et comment est-ce que cela a évolué? Eh bien, il est intéressant, à travers cette capitalisation, de voir finalement les avancées, les reculs, les flux et le reflux de ce mouvement de transition que nous vivons tous. Et c'est très important de garder cette mémoire-là, parce que bien évidemment, le lien avec l'actualité doit en permanence être fait pour comprendre quel cap et quel cadre nous pouvons avoir. Tout cela afin d'avoir des trajectoires plus durables, plus équitables, plus inclusives et bien évidemment être en confiance dans notre capacité à réussir les transformations. Mais tout cela n'aurait pas pu être fait puisque c'était un rêve du Rameau depuis 2013 de lancer un tel outil et au-delà de ces partenaires de contenu, il nous fallait trouver un partenaire qui est la technologie, le savoir-faire, parce que la veille, parce que toute cette dynamique de capitalisation et de mise à disposition de l'information ne s'invente pas et que bien évidemment, il faut aller chercher l'acteur qui est en capacité de pouvoir outiller cette logique-là. Et bien évidemment, lorsque nous avons commencé à regarder qui pouvait être le partenaire de cette industrialisation de la base impact pour qu'elle puisse changer d'échelle, eh bien, il nous est apparu évident d'aller chercher l'un des pionniers de la veille et de l'intelligence numérique qui est SINDUP, et pas seulement parce que SINDUP est un des pionniers à avoir très tôt vu que la veille allait devenir dans nos mouvements de plus en plus instables, de plus en plus stratégiques, comprendre ce qui se passe est de plus en plus stratégique, mais aussi parce que SINDUP, de par son engagement, notamment avec l'Observatoire du Grand Rebond lancé il y a quelques années, mais pas seulement, est un acteur qui est à la fois avec une compétence extrêmement fine sur nos sujets, mais aussi extrêmement engagé, et ça montre ce que veut montrer la base impact. Il ne faut pas opposer performance et engagement. Ce sont bien les deux jambes du même mouvement pour réussir les transitions. Et merci infiniment, cher Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire de production de cette base Impact Alliance, parce que sans SINDUP, sans l'engagement de toute l'équipe qui est derrière, eh bien, nous n'aurions pas pu inventer cet outil radicalement innovant, mais deux, surtout, bien évidemment, tout cet engagement des femmes et des hommes, des organisations et des territoires serait encore resté un grand silence pour tous. Or, nous avons besoin, plus que jamais, d'éclairer
celles et ceux qui aujourd'hui sont à la manœuvre pour réussir l'agenda 2030, c'est-à-dire la transformation de société vers laquelle nous aspirons tous pour 2030. Merci Charles Benoît, merci pour ces explications claires et précises. La BIA, la base Impact Alliance, propose donc 4 volets: des informations, une liste de relais locaux, les catalyseurs, des exemples et de la veille avec le bulletin trimestriel. Je vous propose d'écouter maintenant la vision de notre partenaire avec Michael Réau, le fondateur de SynDup. Michael, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous. Merci Charles Benoît, merci Armelle. Effectivement, c'est un partenariat qui s'est installé, je dirais, assez naturellement quand on s'est rencontrés, parce que c'était la rencontre entre un travail de fond à travers plusieurs années sur de la production de contenu à très forte valeur ajoutée et nos solutions technologiques qui, depuis 20 ans, sont développées, conçues pour avoir un impact sur la stratégie des organisations, des territoires, des acteurs publics qui ont recours à nos solutions. Et la fusion de ces deux cheminements à travers les années nous a permis de réaliser ce combo qui va complètement dans le sens de ce qu'évoquait Albert Einstein quand il disait que la connaissance s'acquiert par l'expérience et que tout le reste n'est que de l'information. La capacité de la base Impact à remonter des retours d'expérience concrets, opérationnels de coopération dans les territoires permet véritablement d'avoir de l'information qu'on peut qualifier d'utile et d'intérêt général, d'information actionnable, c'est-à-dire que c'est de l'information qui donne toutes les clés de succès, qui montre comment les coopérations se sont mises en place, pourquoi, comment elles fonctionnent, comment elles s'opèrent, pour quels résultats et quel impact. Et c'est ce type de connaissances dont on a plus que jamais besoin pour justement sortir du bruit informationnel et aller se saisir de connaissances actionnables. Tous ces concepts, on les retrouve à travers le plaidoyer de l'information pour le monde suivant, association avec laquelle nous collaborons activement. Donc il y a un alignement des planètes en termes de constats d'acteurs qui, depuis 15-20 ans, ont cheminé les uns sur des sujets complémentaires des autres. Et on s'est tous retrouvés il y a maintenant quelques années pour ce beau projet. Donc c'est un grand plaisir pour l'équipe SynDup de pouvoir participer et contribuer à valoriser toutes ces informations. Et puis tu évoquais la notion de veille, Charles Benoît, et également de gestion des connaissances. Et là, c'est un lien important à faire, parce que quand les organisations font de la veille, elles gèrent des flux d'informations, ce qui est essentiel. C'est nécessaire, mais insuffisant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'atterrissage dans une base de connaissances non périssable, on est finalement, pour faire le parallèle avec l'économie plus générale, dans l'économie linéaire, l'économie de flux. Ce qui est important, c'est de penser à la pérennité des informations et des connaissances produites. Et donc, s'il n'y a pas cette logique de capitalisation avec des connaissances qui sont architecturées de façon à ce qu'elles soient facilement accessibles et exploitables dans le temps, ce qui est le cas avec la base Impact, une collaboration, une coopération territoriale qui se retrouve dans la base Impact à un instant T, a tout autant de valeur 3, 4, 5 ans plus tard. Parce que justement, on est sur un retour d'expérience qui est réplicable, avec des clés de succès, avec aussi des erreurs potentielles à éviter, parce que c'est tout aussi important que les clés de succès. Et donc, on est bien dans ce continuum entre la capacité à filtrer les flux d'informations, à avoir des remontées terrain et à en faire du contenu non périssable qui va, dans la durée, avoir des impacts, créer de la valeur sans nécessairement devoir la retraiter en permanence. Elle a été suffisamment qualifiée et pérennisée pour avoir cette durabilité. Donc ça, c'est aussi un succès du projet de la base Impact. Et puis, effectivement, l'IA, et en particulier l'IA générative, ouvre de nouvelles perspectives pour que toute cette base historique
puisse être encore plus facile d'accès pour les acteurs de terrain. On a la semaine dernière annoncé tout un ensemble de nouvelles briques technologiques à travers notamment une bibliothèque de traitement IA intégrée à la plateforme SynDup. Et en 2026, on va s'intéresser dans notre collaboration à faire en sorte que toutes ces briques IA puissent demain augmenter encore l'impact de cette base pour que l'accessibilité aux acteurs qui n'ont pas nécessairement le temps de comprendre comment fonctionne un outil, aussi simple soit-il, plus on peut aller vers la simplicité et surtout partir de l'expression de besoin, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de ne plus être dans une logique d'offre, mais plutôt de partir de la demande. Et donc, d'avoir un utilisateur demain qui explique son contexte et que l'outil soit en capacité tout de suite de le flécher vers les retours d'expérience documentés qui vont être complètement à propos, va nous permettre de maximiser encore un peu plus l'impact de cette base. Donc l'aventure continue et nous sommes ravis d'être partenaires avec le Rameau pour la suite. Merci beaucoup, Michael. Je vous propose maintenant d'écouter Adrien Sasso qui va nous partager le mode d'emploi de la base Impact Alliance. Adrien, c'est Bonjour à à vous. tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin, chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter 4 bases, les partenariats associations-entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici. Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie de droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc, vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également cette capacité de dire, je vais cliquer sur telle image de mots-clés. Par exemple, ici, ça m'intéresse aux fiches outils, et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier le mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale,
me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Bonne recherche à vous! Merci Adrien. Est-ce que nous avons des questions aujourd'hui sur l'utilisation de la base Impact Alliance? Il ne me semble pas, vous avez tous été très clairs. Je vous propose donc de passer aux actualités du trimestre. Cette semaine, les actualités, ce sont évidemment les prochaines rencontres nationales de la coopération territoriale qui se tiendront le jeudi 7 juillet prochain. Mais avant les rencontres nationales de la coopération territoriale, les partenaires, ils ont souhaité préparer le terrain. L'idée, c'était finalement de prendre un petit peu de recul et d'explorer ensemble les grands leviers qui vont permettre aujourd'hui d'accélérer les transitions dans les territoires. Pour cela, les derniers mois, 3 webinaires ont été organisés entre avril et juin. Le premier webinaire, le 14 avril, était consacré à une question essentielle, c'était comment agir ensemble dans les territoires, finalement, quelle méthode. Ce webinaire était organisé avec le réseau national des catalyseurs territoriaux, et il a montré que finalement, que face à des défis toujours plus complexes, la coopération ne s'improvise pas et qu'elle demande des méthodes, des outils et une véritable capacité à faire travailler ensemble tous les acteurs de terrain, qu'ils soient collectivités, entreprises, associations, citoyens et monde académique. Le deuxième rendez-vous, le 21 mai, s'intéressait finalement aux trajectoires socio-économiques, quelle place des jeunes dans le territoire. Et les jeunes, les échanges, ils ont rappelé que les jeunes, ils ne sont pas seulement les bénéficiaires des politiques publiques, mais qu'ils sont aussi des acteurs de transformation en cours sur le terrain. Enfin, le 16 juin, un troisième webinaire était consacré à l'engagement territorial des entreprises. À travers plusieurs retours d'expérience, il a montré que les entreprises ont aujourd'hui un rôle qui dépasse finalement largement leur activité économique et qu'elles contribuent évidemment au développement local, à l'innovation sociétale et aux transitions. Au final, ces 3 rendez-vous ont permis d'aborder 3 dimensions complémentaires, les méthodes de coopération, les trajectoires de développement avec les jeunes et l'engagement des entreprises sur les territoires. Finalement, les rencontres nationales du 7 juillet prochain. Donc, cette dynamique, elle sera co-organisée avec 21 partenaires, qu'ils soient collectivités, mais issus du monde de la recherche, des entreprises, des associations et des fondations. Une diversité qui reflète finalement l'esprit de ces rencontres, faire dialoguer ensemble toutes les forces vives d'un territoire. Alors, tout au long de la journée, pour vous inspirer, 4 grandes sessions plénières qui vous permettront finalement de vous inspirer, puis de dresser un état des lieux de l'innovation territoriale au moment où les territoires construisent leur trajectoire pour les années 2026-2033. Alors, les échanges porteront notamment donc sur la place des jeunes dans les territoires, sur les nouvelles alliances nécessaires pour réussir les transitions, sur les enseignements tirés donc du webinaire Agir ensemble en territoire et enfin sur les équilibres socio-économiques pour les ingénieries territoriales. Mais les rencontres nationales, ce ne sont pas seulement 4 plénières, mais les participants pourront choisir entre 3 parcours ateliers thématiques en fonction de leur centre d'intérêt. Et l'objectif de ces ateliers est assez simple, finalement, c'est échanger et repartir avec des idées concrètes pour s'engager. Donc, le premier parcours sera consacré aux écosystèmes territoriaux. Projet de territoire et coopération, le combo gagnant au lendemain du renouvellement des exécutifs. Il sera donc co-animé par l'ANPP Territoire de Projet, par Paris-Est, Marne et Bois et par l'ANCT. Le parcours numéro 2 portera plus sur les modèles socio-économiques, finalement, comment collectivités, entreprises, fondations territoriales ou encore les acteurs de l'économie inventent ensemble de nouvelles façons d'agir. Les 3 animateurs de cet atelier, l'ADASI, la Fondation de Lille et le réseau Alliance. Enfin, le 3e parcours s'intéressera, lui, aux trajectoires des personnes engagées, comment développer et valoriser les compétences
pour piloter des trajectoires justes et durables. 3 animateurs également, le PETR du Briançonnais, la Maison de l'Apprendre et le Rameau. Vraiment 3 ateliers pour vous inspirer, mais surtout pour vous impliquer. Et bon, vous verrez bien donc que ces 3 parcours sont complémentaires et permettent d'aborder les transitions sous des angles différents. Vous pouvez encore vous y inscrire, n'hésitez pas, vous trouverez toutes les informations sur la plateforme odd17.org, un petit onglet RNCT. Parmi les temps forts de ces rencontres, finalement, plusieurs travaux de recherche viendront éclairer les débats. C'est le cas de l'étude qui est consacrée à l'impact local des fondations territoriales que nous vous proposons de découvrir en avant-première avec notre invité du trimestre. Daniel Goueux, bonjour. Vous êtes ingénieur agroéconomiste et dans le cadre d'un master économie du développement à l'école d'économie de l'université Clermont-Auvergne, vous menez actuellement l'étude L'impact local des fondations territoriales. Cette étude est pilotée par AgroParisTech et le Rameau dans la continuité de leurs travaux communs sur les compétences spécifiques mobilisées dans l'innovation territoriale. 3 questions pour vous aujourd'hui, Daniel. Première question, est-ce que vous pourriez nous retracer en quelques points votre parcours et nous dire pourquoi vous avez choisi ce stage proposé par AgroParisTech et le Rameau? Je vous remercie, Armel. Bonjour Armel, bonjour Charles Benoît, bonjour Laure, bonjour à tous. C'est un réel plaisir pour moi, comme vous le savez, de pouvoir avoir cet échange sur un sujet aussi passionnant. Et vous le disiez il y a quelques instants, je suis ingénieur agroéconomiste. Donc, j'ai été formé à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Et à la suite de ma formation, j'ai travaillé pendant quelques années sur notamment des projets de développement. Et le dernier projet était axé sur le développement donc, de la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Et à la suite de cela, je me suis dit, il est opportun pour moi de pouvoir comprendre les différents mécanismes et modalités liés au financement du développement général des États et du financement de l'intérêt général. C'est ainsi que mon choix a été porté donc, sur l'Université Clermont-Auvergne, qui est connue et reconnue pour la qualité de ses travaux en matière de développement des pays du Sud. Alors, qu'est-ce qui m'a fait choisir donc, de pouvoir travailler sur ce sujet avec le Rameau? Comme je vous le disais il y a quelques instants, ma quête, la compréhension des possibilités de financement du développement. Donc, vous le savez, dans un contexte de contraintes budgétaires liées aux différentes crises qui s'enchaînent, qui sont le cas pour pas mal de pays, on se retrouve en fait face à une sous-provision des finances en termes de financement de l'intérêt général et savoir qu'il y a un outil qui existe, donc l'outil des fondations territoriales sur lequel il est proposé de pouvoir effectuer un certain nombre de travaux, m'ont tout de suite emballé. Et c'est avec joie que j'ai accepté cette mission ô combien exaltante, confiée par M. Etzig. Et voilà, c'est avec plaisir que je vous partagerai déjà le 7 et quelques jours plus tard, voilà les premiers résultats. Merci Daniel. En quelques mots, pourriez-vous nous décrire les spécificités d'une fondation territoriale? Alors, une fondation territoriale a plusieurs spécificités, j'en prendrai que quelques-unes. Effectivement, la première spécificité, comme son nom l'indique, fondation territoriale, c'est l'ancrage. Une fondation territoriale a un ancrage dit territorial. C'est-à-dire que le territoire d'action peut être un périmètre déjà délimité. Ça peut être un périmètre administratif, un périmètre historique, un périmètre culturel, ou un périmètre dit territorialisé, donc un espace que la fondation construit elle-même et contribue à faire émerger. Ce qui est important de retenir à ce niveau, c'est que les actions des fondations territoriales ne sont pas dictées de l'extérieur, mais ces actions-là trouvent donc leur origine ou leur raison des réalités d'un territoire. Et donc, ce sera assez illusoire de faire du copier-coller d'une réalité sur un territoire pour l'imposer à un autre territoire. La deuxième spécificité, c'est l'approche. Il est très important de comprendre qu'une fondation territoriale n'a pas une approche classique comme les autres fondations, mais une approche dite multicause ou multithématique. Donc, c'est une fondation qui travaille à la fois sur des problèmes
évidemment, je le disais tout à l'heure, qui concernent le territoire, mais des problèmes à la fois sur la santé, ça peut être sur l'éducation, ça peut être en tout cas sur la mobilité. Et donc, ce qui est intéressant de relever à ce niveau, c'est que le fait d'être multicause permet à la fondation territoriale de pouvoir traiter les problèmes jusqu'à la racine. Parce que vous le savez, Armel, rarement dans la vie ou dans les systèmes, les problèmes sont unifactoriels. Les problèmes en général sont multifactoriels. Donc, savoir en fait qu'on a un outil qui traite à la fois des problèmes centraux sur des populations cibles, mais qui va chercher les problèmes périphériques, comme par exemple le cas par exemple des jeunes ou du travail des jeunes. Il y a des fondations qui vont chercher à résoudre ce problème, mais en même temps trouver des problèmes périphériques comme les problèmes de mobilité, comme les problèmes d'alimentation. Et ça, c'est très important de le souligner. L'autre aspect très important, c'est que les fondations territoriales ont un mode opératoire hybride. Ils peuvent être à la fois distributeurs, ils peuvent être à la fois opérateurs, ils peuvent être à la fois abritants. Il y a également une spécificité en termes de posture. Une fondation territoriale peut être à la fois intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle peut, justement, on y reviendra, peut mutualiser des ressources de sorte à donner ces ressources-là à différents acteurs du territoire ou simplement être facilitateur, c'est-à-dire mettre en relation les associations et les mécènes. Trois rôles essentiels: le rôle d'identification des besoins au premier kilomètre, le rôle de mutualisation des ressources et le rôle de catalyseur. Merci, vous nous donnez tous envie d'aller créer notre propre fondation territoriale. Lors des rencontres nationales de la coopération territoriale le 7 juillet prochain, vous partagerez les premiers enseignements de votre étude avec Cécile Ferrieux, enseignante-chercheuse en sciences politiques à l'UMR Territoire d'Agro-Paris-Tech. Pourriez-vous nous en partager la méthodologie et peut-être un premier aperçu? Alors, compte tenu du caractère assez, je vais dire, non stabilisé de la question des fondations territoriales, il était convenu de partir sur une approche qualitative au lieu d'une approche quantitative, parce qu'une approche quantitative aurait un effet difficilement permis, n'est-ce pas, de saisir les logiques d'acteurs, les trajectoires institutionnelles. Donc, nous sommes partis déjà sur une base d'études qualitatives. Alors, en termes de collecte de données, il y a si vous voulez, il y a deux temps forts. Le premier, c'est en fait une phase d'écoute intensive d'une vingtaine de fondations territoriales au travers des entretiens semi-directifs effectués en ligne. Donc, en utilisant une grille, bien entendu, une grille d'analyse. Et l'autre étape très importante, c'est un voyage d'études sur le territoire Paris-Est Marne-et-Bois pour aller découvrir la toute nouvelle née des fondations territoriales, j'ai nommé la fondation Marne-et-Bois, pour rencontrer les parties prenantes de cette fondation, les différentes parties prenantes, pour discuter avec ces différentes parties prenantes sur la perception qu'ils ont, n'est-ce pas, des fragilités du territoire, la perception qu'ils ont de la Fondation Marne-et-Bois et l'utilité qu'ils ont de la Fondation Marne-et-Bois. Je suis heureux de vous annoncer que cette visite a été effectuée et a été très, très concluante. Et donc, à cela va s'ajouter un échange également avec la vieille dame, la mère des fondations, si je peux le dire ainsi, territoriale en France, la Fondation de Lille, que j'aurai le plaisir d'écouter profondément très, très bientôt. Alors, le 7 juillet, il y a beaucoup de choses à dire, mais l'occasion nous sera donnée de pouvoir intervenir uniquement sur le rôle de mutualisation des ressources. Je vous le disais tantôt, les fondations territoriales, c'est trois rôles. C'est trois rôles déjà identifiés. C'est l'identification des besoins, c'est la mutualisation des ressources et c'est le rôle de catalyse. Donc, nous aurons l'insigne honneur et le plaisir de pouvoir développer le rôle de mutualisation qui, très rapidement, selon ce que j'ai constaté de l'écoute que j'ai eue avec déjà bientôt une bonne quinzaine de fondations, c'est d'abord une mutualisation des ressources humaines,
qu'on pourrait qualifier de richesse humaine, effectivement, au travers, donc, le bénévolat de gouvernance, au travers le salariat dans une moindre mesure, au travers des alternants, au travers du mécénat de compétences très important. L'autre aspect, c'est la mutualisation, effectivement, la mutualisation financière. Tout le monde le sait, pas besoin d'insister, mais l'autre aspect, le troisième élément de mutualisation qui est quand même assez éludé, c'est la mutualisation des ressources, des ressources matérielles. Et enfin, la mutualisation des alliances. Donc, c'est ces 4 types de mutualisation-là qu'on aura le plaisir de pouvoir développer très bientôt. Merci infiniment, Daniel, pour cet C'est un entretien plaisir. vraiment passionnant. Nous avons hâte d'entendre les conclusions de cette étude, de votre travail. N'oubliez pas, vous non plus, vous pouvez retrouver toutes les informations que nous avons évoquées ce jour sur la plateforme odd17.org et surtout, allez vous inscrire sur la base Impact Alliance, cette base que nous vous avons présentée aujourd'hui. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous.